Salut Daniel. Salut Pablo. Merci d'avoir accepté mon invitation et de me recevoir dans ton bureau. Daniel, tu es député de Paris, tu es membre du groupe écologique et social, tu es membre de l'Après. Si je t'ai invité, c'est pour parler un peu de l'état du monde, de faire un point sur l'état du monde. Oui, ça va être chaud. Oui, tu fais la grimace. Oui, ça va pas être réjouissant, mais il faut regarder la réalité en face. Tu vois, hier, j'étais au rassemblement qu'avait organisé la Digue à l'initiative de Pouria Merchahi, avec notamment l'association des Américains en France, à Paris, les Indivisibles. Il y avait aussi la Ligue des droits de l'homme qui invitait. Il y avait pas mal de parlementaires de gauche qui étaient là, parce que c'est une catastrophe. On assiste en fait à une bascule mondiale à plus d'un titre. D'abord, on a vu la bascule de l'Amérique dans les mains de Trump. C'est une bascule dans un impérialisme, colonialisme complètement assumé après l'attaque au Venezuela. Et là, on voit avec tout ce qui se passe au Minnesota, c'est la bascule dans un État autoritaire, sécuritaire, raciste, une forme de fascisme. Le fascisme peut prendre plein de visages différents, quoi. Mais faut bien comprendre que ce qui est à l'œuvre, c'est qu'il y a une stratégie internationale de l'extrême droite de conquête du pouvoir. Donc, ce qui est en train de se passer aux États-Unis, c'est un laboratoire. Évidemment, ça va pas se présenter dans la même forme dans les différents pays. Je veux dire, l'extrême droite d'Orban, c'est pas la même chose que Meloni, mais on voit bien qu'il y a cette offensive-là. On voit bien que les États-Unis, ils ont commencé par mettre en cause la liberté de la presse. Ils ont fait en sorte d'accaparer le pouvoir dans une corruption avec les grosses entreprises et notamment du numérique de manière claire et assumée. Et là, ils ont toute une stratégie de répression de l'immigration qui vise à semer le chaos. Et c'est vrai que c'est terrible, parce qu'on assiste à des images où on se sent dans une impuissance totale, où c'est un renversement des principes, où on se dit, mais là, on a des Américains qui ont la trouille d'emmener leurs enfants à l'école, qui ont la trouille d'être tués dans la rue parce qu'ils sont solidaires de leurs voisins, et un rouleau compresseur monstrueux, quoi. Hein. Les paroles des Américains, c'est dire ICE, c'est conduit comme la Gestapo, quoi. C'est une milice qui sème la terreur. Et alors, tu parles de mouvements d'extrême droite mondiale. Quels échos ça a en France? On sait bien, tu vois, que le problème de Trump comme de Poutine, c'est de vouloir organiser le chaos du monde pour pouvoir, eux, développer leur impérialisme. Et donc, on sait pertinemment que les élections en France vont être l'objet d'ingérence, et que l'extrême droitisation des élites et des tenants du capital va se traduire en France par le soutien à la stratégie de conquête du pouvoir de l'extrême droite. Sachant que ce à quoi on est confronté, c'est une stratégie d'alliance des droites et de l'extrême droite. Hein. On a déjà vu comment la Macronie, à un moment donné, était dans une bascule à reprendre à son compte des idées d'extrême droite. Alors pour moi, le plus symbolique là-dedans, c'est par exemple un Kasbarian, qui souhaite carrément qu'a été celui qui a fait en sorte que les étudiants étrangers ne puissent pas bénéficier des APL, que on puisse remettre en cause. Il a été suivi par une proposition de loi par LR, qu'on remette en cause le droit à l'hébergement d'urgence pour les personnes en situation administrative irrégulière. Mais ça règle quoi comme problème? C'est d'une violence et d'une inhumanité absolue. Et on a vu aussi, bien sûr, les retaillots qui sont là les franges avancées de ces processus-là. Bon, et cette alliance droite-extrême droite, elle balance dans tous les médias, et pas que Bolloré, un discours sécuritaire et raciste dont on voit bien qu'il commence à prendre dans la société. Donc la possibilité que la France bascule en 2027 dans les bras de l'extrême droite ou d'une alliance droite-extrême droite n'est pas une fiction pour se faire peur. C'est la réalité à laquelle on est confronté. Et est-ce que tu dirais que d'ores et déjà, on peut voir dans la façon dont notre administration fonctionne ou dont nos parlementaires agissent et parlent, je parle pas de ceux de gauche, je parle plutôt de ceux de droite, d'ores et déjà on peut voir une sorte de extrême droite à l'œuvre et au travail. On en parlait juste avant cette interview, mais on parle des morts sous les coups de ICE.
en France aussi, on a des morts sous les coups de la police. Est-ce que ça, par exemple, c'est un parallèle que tu fais? Bah, tout à fait, parce que en tous les cas, à minima, parce que la situation elle n'est pas complètement équivalente, ça faut pas, voilà. Mais on a le sentiment quand même que le terrain est préparé. En tous les cas, on voit les pouvoirs exorbitants et renforcés que pour avoir l'extrême droite pour imposer sa politique si elle prend le pouvoir. Et c'est vrai que là dernièrement, El Hassen Diarra, un homme d'une trentaine d'années qui est mort devant son foyer de travailleurs migrants, tué par la police alors qu'il prenait son café avec ses collègues. Quand je pose la question au gouvernement pendant les séances de questions d'actualité au gouvernement, sachant qu'il y a un voisin qui a filmé la scène et que dans laquelle on voit pertinemment que vous avez des policiers qui frappent à terre un homme, ce qui, de manière déontologique, est totalement gravissime. Et que même sans avoir encore la démonstration, la preuve, l'enquête à son terme sur qu'est-ce qui a causé la mort d'El Hassen Diarra, le minimum, c'est quand on voit des policiers qui tapent à terre quelqu'un et qu'on sait que par la suite cet homme est mort, on suspend ces policiers de manière préventive. Et puis on condamne les gestes. Et vous avez un ministre de l'Intérieur qui répond que non, il ne voit pas de raison de suspendre les policiers. Et on a pourtant eu aussi l'autopsie qui atteste qu'il y a eu étranglement, et qu'a priori c'est l'étranglement qui a causé la mort. Dans la vidéo du voisin, on entend vous m'étranglez, vous m'étranglez, vous m'étranglez. Et le ministre n'y voit rien à redire. Toute chose étant égale par ailleurs, les policiers de ICE qui ont tué l'infirmier il y a quelques jours viennent d'être suspendus par l'administration américaine. Exactement. Et en France, on les a pas suspendus. Et en France, le problème des violences policières est dénoncé depuis des années. Il y a toujours un refus du gouvernement d'entendre qu'il y a un problème, y compris systémique, de violences policières et racistes. Là, par exemple, sur le cas d'El Hassen, ça fait des années qu'avec les résidents des foyers travailleurs migrants et leurs délégués, avec des associations comme le COPAF, on interpellait les préfets successifs pour leur dire maintenant ça suffit de faire des opérations de contrôle d'identité devant les foyers, dans le cadre d'une logique vraiment de politique de chasse aux sans-papiers, qui en plus à chaque fois se passait mal, parce que ça incite à des débordements et à des violences policières. Et là, le pire est arrivé. Et là, c'est pas la première fois que ça arrive en France. Et on sait que les problématiques de contrôle aux faciès, de violences policières dans les quartiers populaires pour les personnes racisées sont dénoncées depuis plus de 20 ans. Et rien ne change, voire même c'est pire. C'est-à-dire que là, dernièrement, ça ne t'a pas échappé qu'à l'Assemblée nationale, ils ont voulu nous imposer une présomption de légitime défense. C'est-à-dire qu'on avait déjà la loi de 2017 qui est quasi un permis de tuer si vous estimez que vous êtes en légitime défense. Voilà, vous pouvez tirer dans les opérations de contrôle. Et là, carrément, eh bien, ils veulent mettre en place une présomption de légitime défense. Enfin, je veux dire, c'est terrifiant comme logique. Et ça, c'est une position juste qui est défendue, y compris par le gouvernement, par la droite. Exactement. C'est-à-dire que tu vois vraiment un axe LR, macroniste, LR et extrême droite sur ces positions-là. Alors que ce qu'il faut faire, c'est l'inverse. Il faudrait au contraire enfin sortir de l'IGPN et se dire c'est quand même pas normal dans une démocratie, on doit être la seule démocratie en Europe où les policiers sont contrôlés par leur pairs. C'est pas possible. Il faudrait une autorité administrative indépendante pour véritablement contrôler la police. C'est une question essentielle en termes de démocratie et de droits humains. Or, on est sur le rapport inverse qui est finalement d'aller vers la logique milice ICE. Et moi, je suis attachée à une police républicaine. Et une police républicaine, ça veut dire une formation, une déontologie et un contrôle indépendant. Et excuse-moi de le dire en ces termes-là, mais est-ce que tu as l'impression que la dynamique générale dans la société, toi à la fois dans tes rencontres et dans l'Assemblée nationale, elle est plutôt elle va plutôt de ton côté, ou est-ce que tu as l'impression de lutter contre des moulins à vent et que genre dans pas très longtemps on va avoir ce droit à la légitime défense systématique pour les Alors il faut se battre. T'as plein de mouvements contraires parce que si tu regardes les informations ailleurs qu'à
un regard, tu vas être complètement submergé par l'extrême droitisation des élites. Ça va être terrifiant comme discours qui est déversé. Mais en même temps, si tu changes ton regard et que tu vois, par exemple, moi je vois les mobilisations qu'il y a eu dans le 20e en solidarité avec Alassane Diarra pour exiger vérité et justice, je pense qu'il y avait un spectre beaucoup plus large. D'abord, il y avait toute la gauche qui était là. Et ça, c'est important. Voilà. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Il n'y a pas toujours eu toute la gauche pour dénoncer les violences policières. Et il y avait la population. Et pas simplement les milieux les plus militants qui dénonçaient les problèmes de racisme systémique dans la police. Donc, tu as toujours cet effet contraire entre, sur certaines thématiques, une bataille culturelle qui est gagnée, et puis en même temps un discours des élites qui va à l'encontre. Et donc, comment ça va peser sur l'électorat? C'est ça la question qui se pose. Hein. Bon, pour l'instant, on voit une extrême droite qui progresse très fortement. Et donc là, aux élections municipales, ça va être la crainte. Est-ce que les alliances droite-extrême droite vont permettre à des mairies très fortes de basculer? Je pense à Marseille, où on est très inquiet de ce que ça peut provoquer. Je pense à Paris aussi, où Rachida Dati et Knafo sont en logique d'alliance. Il faut absolument empêcher le tsunami que ce serait d'avoir la capitale qui bascule dans ces alliances-là. Mais il peut y avoir des mouvements contraires. Mais ces mouvements contraires, on peut les alimenter si on donne un espoir de victoire. C'est-à-dire que s'il y a une stratégie unitaire dans la résistance, dans les combats, mais aussi dans l'alternative qu'on propose dans les urnes. Alors justement, cette stratégie unitaire, c'est ça que vous proposez avec la primaire qui aura lieu, primaire de la gauche unie, qui aura lieu le 11 octobre prochain. Je rappelle que dans cette primaire de la gauche unie, il n'y a pas tout le monde, donc il y a les écologistes, les socialistes et l'après, mais il n'y a pas ni Place Publique, ni la France Insoumise, ni le Parti communiste. Ce qu'ils font, c'est quand même des gros blocs de la gauche, tu vois, qui sont absents. D'abord, c'est un espoir énorme. Parce que le fait que enfin il y ait plusieurs composantes de la gauche qui se disent bah oui, ça n'est pas possible, on peut pas assister à notre division pour 2027, dont on sait pertinemment que notre division sera le boulevard pour que l'extrême droite du Rassemblement national prenne le pouvoir dans ce pays. Bon, donc enfin, on a déjà plusieurs composantes qui décident de se mettre d'accord, de fixer une date de primaire et de se dire, ben voilà, créons un élan populaire. Parce que moi, quand je vais sur le terrain, les gens me disent, mais unissez-vous, quoi. Il y a cette aspiration-là, et on se souvient tous du nouveau Front populaire, même avant de la NUPES, que ça avait soulevé un engouement dans le peuple de gauche qui disait, bah enfin, vous mettez d'accord, quoi. Parce que finalement, vous pouvez être d'accord sur un programme, vous pouvez être d'accord du coup sur les candidatures. Bon, donc c'est le début. Il n'y a pas tout le monde. Je pense qu'il faut continuer à dire, à tendre la main pour qu'il y ait une candidature commune à toute la gauche, sans exclusive. Voilà. Donc il y a ce débat-là sur stratégie unitaire ou stratégie solitaire sectaire qui doit avoir lieu. Voilà. Moi, je continue à dire à Jean-Luc Mélenchon, c'est pas possible de croire que sa candidature seule est en capacité de pouvoir gagner face à l'extrême droite, alors qu'il sait pertinemment que son plafond de verre a diminué, enfin s'est rabaissé, et que du coup il sera le dernier bon candidat qui aura fait un score honorable avant la victoire de l'extrême droite dans ce pays. Enfin, je veux dire, super le bilan. Donc il faut continuer ces batailles-là. Moi, j'ai bon espoir que les communistes à leur congrès se saisissent de ce débat-là et puissent faire ce choix-là. Donc je pense qu'il faut continuer, et j'espère que l'engouement populaire va donner de la force à cette primaire, va donner de la force à la candidature qui sera issue de ces primaires. Moi, je suis plutôt convaincue par la candidature de Clémentine Autain, mais voilà, quelle que soit la candidature qui en sortira, que ça crée aussi, que ça donne d'autant plus de poids à cette candidature-là de gagner face au Rassemblement national. Au-delà de l'incarnation, il y a aussi la dynamique ou les dynamiques les plus importantes qui seront à l'œuvre autour de la personne qui va gagner. Je veux dire, c'est quand même pas la même chose que ça soit, je sais pas moi, Carole Delga, si elle se présente, ou François Ruffin, ou Clémentine Autain, ou Marine Cordelier. Enfin, je veux dire, ça donne des teintes qui sont très différentes. Et si à ça, en plus, tu vois, admettons que au bout d'un moment, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel et Raphaël Glucksmann disent, oui, bon, en fait, c'est vrai, on a vraiment besoin d'être unis, etc. C'est pas la même chose si c'est Raphaël Glucksmann ou Jean-Luc Mélenchon, tu vois, qui emmène cette gauche unie. Et je parle pas que dans
incarnation. Je parle aussi de leur projet pour la France. Comment est-ce que vous allez construire avec la pluralité de cette gauche, en fait, qui... Alors d'abord, ça veut pas être, comment dire, une alliance comme ça, la recherche d'un candidat sans contenu. On a un programme commun. C'était le programme du nouveau Front populaire. Alors je pense qu'il mérite d'être aiguisé, d'être réadapté, parce que voilà, chaque année, la situation elle évolue. Mais enfin, il y a une base forte à travers ce programme du nouveau Front populaire où on en déduit qu'est-ce qu'on veut faire sur les retraites, sur le partage des richesses, sur les enjeux climatiques, sur la défense des droits humains, enfin sur la question démocratique de la 6e République. Donc je pense qu'il y a ce bloc-là. Oui, mais attends, en 2024, à la fois Aurélien Rousseau, qui était candidat pour Place Publique, et Paul Vannier, qui était de la France Insoumise, ils ont tous les deux été élus sur la base de ce programme-là. Et tu vois ce que ça fait, les programmes. Enfin, je veux dire, à la fois, ça fait des personnalités très différentes dans l'Assemblée nationale qui ne défendent pas la même chose. Bah, écoute, moi, je vais te dire, les vrais désaccords que nous avons sont des accords stratégiques, tactiques et stratégiques vis-à-vis des votes des budgets et des motions de censure. Mais quand j'écoute les arguments qui sont, enfin, on vote la même chose généralement sur beaucoup d'amendements, sur beaucoup de textes de loi. Et quand tu trouves la racine, la racine, c'est le programme. Moi, je n'ai pas entendu un seul député issu de quelques composantes s'opposer aux amendements sur la taxe Zuckman. Je n'en ai pas entendu un seul s'opposer à la question de la priorité sur les énergies renouvelables. J'en ai pas entendu un seul dissonant sur, par exemple, le refus de la présomption de légitime défense concernant la police. Donc, par contre, oui, on a eu un désaccord. Moi, je suis en désaccord avec le Parti socialiste quand ils ont voté le projet de loi de finances de la sécurité sociale ou quand ils ont refusé de voter les motions de censure. Est-ce que ces désaccords-là justifient qu'on laisse l'extrême droite prendre le pouvoir? Moi, je pense que non. Par contre, c'est pas des éléments dont on tourne la page, on n'en parle plus après. Non, du coup, ça donne aussi des indications sur le débat qu'on peut avoir dans la primaire. Moi, je pense que voilà, une personnalité comme Clémentine Autain, elle est capable, par exemple, de beaucoup plus fédérer et rassembler l'ensemble de la gauche, parce qu'elle est à la fois issue de cet attachement à la radicalité et en même temps d'une écoute et d'un attachement à tisser l'unité qui a toujours été dans son ADN de militante politique. Donc, tu vois, c'est des choses comme ça dont on va pouvoir débattre avant de voter. Mais ne surreprésentons pas les désaccords. Je voulais te poser une question aussi sur une proposition de loi que tu portes et que tu veux porter dans le cadre de la niche parlementaire des écologistes, du groupe écologique et social. C'est une proposition de loi pour la réquisition des logements. En fait, tu as déjà dans la loi la possibilité de réquisitionner les locaux vacants. Mais c'est que le préfet qui peut actionner cette loi-là. Or, en fait, il y a eu quelques tentatives au moment du ministère du Flot, mais sinon, il faut revenir à Lindemann, voire surtout aux années Chirac, pour voir l'application de cette loi. Donc là, ma proposition de loi, elle est simple. Elle vise à donner le pouvoir, la compétence aux maires d'appliquer la loi de réquisition. Et donc, ça va être en débat dans la niche des écologistes le 12 février. Et c'est important parce que il y a quand même un truc qui est complètement dingue, c'est que la vacance ne cesse d'augmenter et le nombre de sans-abri également. Donc, ça paraît quand même très simple de se dire, s'il y a 6 millions de mètres carrés de bureaux vides sur la seule région de France, si dans toute la France, on a 2,4 millions de logements vacants, alors que dans le même temps, on a 350 000 personnes sans abri, on réquisitionne et on loge. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que bien souvent, les gens on fantasme un peu sur la réquisition, on se dit oula, c'est de la spoliation, c'est totalement contraire avec le droit de la propriété. Bon, déjà en fait c'est pas vrai. Quand on réquisitionne un logement vacant, en fait on permet à des riches propriétaires de pouvoir gagner de l'argent. Pourquoi? Parce qu'en fait quand tu réquisitionnes un logement vacant, la municipalité va de fait devoir engager a priori des travaux pour qu'il soit bien adapté à son usage. Et il va ensuite verser un loyer au propriétaire, auquel on enlève évidemment l'amortissement des travaux. Donc en fait, c'est totalement sécurisant pour le propriétaire.
Et surtout, ça permet généralement de reloger les personnes. Il y a beaucoup, par exemple, de projets d'intermédiation locative qui pourraient se faire à ce niveau-là. Tu sais, l'intermédiation locative, c'est que, par exemple, les communes insistent auprès des propriétaires de logements qui ont été retirés du parc locatif privé pour leur dire, écoutez, nous, ce qu'on vous propose, c'est qu'il y a une association qui va gérer votre logement. Ça permettra à des personnes sans abri de pouvoir être dans un logement d'abord, et pas dans un centre d'hébergement ou pas dans un hôtel qui est pas du tout adapté à une famille avec des enfants, par exemple. Et vous inquiétez pas, nous, on est garant de tout. C'est-à-dire que vous serez payé, voilà, même si à un moment donné il y avait des problèmes, c'est la collectivité qui s'engage. Si jamais il y avait une dégradation, les travaux, c'est la collectivité qui s'engage. Donc c'est tout bonus pour le propriétaire. Et ça, c'est limité dans le temps? La réquisition ou c'est... La réquisition, bien sûr, ça peut aller de 1 an, 6 ans ou 12 ans. Voilà. Mais du coup, ça permet la menace de la réquisition. Soit ça va permettre à des propriétaires, finalement, de les pousser et leur dire, maintenant, vous acceptez la médiation locative et vous remettez dans le parc locatif privé votre logement. Soit si vous acceptez pas de le faire, il y a le couperet qui tombe, nous on réquisitionne. Donc ça va permettre vraiment de pouvoir redonner l'usage au logement. Et ça, c'est une bataille qui est essentielle. Puis je vais te dire une chose, c'est que, en fait, on crée pas une obligation. On donne un nouveau pouvoir au maire. On a quand même le ministre du logement, Vincent Jeanbrun, qui n'arrête pas de... Tout le temps. Non, mais son nom, pas tout le temps. Cette édition, en fait, voilà. Oui, déjà que j'ai un problème de mémoire des noms, mais alors là, tu vois, avec ces ministères qui changent sans arrêt, c'est difficile. Donc, tu vois, voilà. Lui, il n'arrête pas de dire qu'il faut donner plus de pouvoir aux maires, aux communes. Voilà. Et il y a déjà eu, en fait, différentes lois sur ce sujet-là qui ont été déposées. Aurélien Pradier, par exemple, de LR, en avait déposé une. Lionel Cos, EPR, donc macroniste, en avait aussi déposé une. Yann Brossat, communiste au Sénat, en avait déposé une. Les Insoumis aussi. Donc, en fait, on devrait avoir la possibilité... d'avoir une majo. Moi, je souhaiterais. Alors évidemment, il est possible que que ce soit le grand bal des hypocrites et qui retournent leur veste. Mais on est vraiment sur la possibilité de renforcer la libre administration des communes et les outils dans les mains des maires pour répondre à un enjeu fondamental, c'est l'accès à un logement. Et ça, par exemple, à gauche, tu vas faire le plein des voix, tout le monde va voter. Oui, certainement, à gauche, pas de problème. Okay. Donc là, la bataille, ça va être de convaincre des élus de droite, voilà. Et l'extrême droite, elle peut être intéressée par ça, la réquisition? Je pense pas, parce que l'extrême droite a toujours défendu les intérêts des grands propriétaires, des ultra riches, donc ils vont pas s'attaquer à cela, voilà. Mais voilà, donc on va continuer cette bataille-là. Et j'espère qu'elle sera victorieuse. J'ai une dernière question, Daniel. Il y a 1 an, tu étais à Kobané dans le Rojava pour fêter, commémorer les 10 ans en fait de ces batailles à Kobané, de cette résistance à Kobané. Aujourd'hui, les Kurdes du Rojava sont dans une situation apocalyptique. Ils sont pris par tous les fronts, à la fois par l'armée syrienne et à la fois par les Turcs. Et à la fois par Daesh. Et à la fois par Daesh, bien sûr. Oui, c'est une catastrophe. Donc en fait, il y a 1 an, on était d'ailleurs dans une délégation unitaire, Nouveau Front Populaire, donc c'était important pour fêter rendre hommage aux 10 ans de la victoire des Kurdes contre Daesh. Et tout le monde se souvient de ces images, et notamment des combattantes femmes kurdes, voilà. Et toute la communauté internationale les a saluées, leur courage, leur détermination, parce que ça a des conséquences évidemment pour nous en France dans la lutte contre le terrorisme. Et là, aujourd'hui, Kobané est encerclé, Kobané est assiégé. Bon, qu'est-ce qui se passe? En fait, après la chute de Bachar el-Assad, alors on est tous ravis de la chute de Bachar el-Assad et bien évidemment, mais le nouveau pouvoir à Damas, celui qui s'appelle El-Shara, mais de son nom de djihadiste, c'était Jolani, c'est un ancien djihadiste de Al-Nosra. Il a fait une alliance avec d'autres groupes djihadistes, et surtout le projet qui porte sur la Syrie, c'est finalement une république arabe syrienne avec l'islam et la charia comme religion d'État. Donc on est vraiment sur un projet politique aux antipodes du projet politique du Rojava. Parce que le Rojava, dans cette région du nord-est de la Syrie, c'est pas simplement une région kurde. Et c'est pas une question ethnique, même si derrière il y a bien sûr le respect du pluralisme. Mais justement, leur projet,
c'est un projet de confédéralisme démocratique où tu as une région autonome qui a fait sa révolution pour avoir une constitution, un contrat social qui met l'égalité femmes-hommes et qui respecte l'ensemble des communautés syriaques, arabes. Enfin voilà, j'oublie tous les termes, voilà. Et ce projet politique extrêmement féministe est vraiment l'anti-modèle du projet islamiste de Al-Shara. Et par ailleurs, la Turquie, qui a un projet impérialiste qui rêve de redevenir l'Empire ottoman, et par ailleurs Erdogan, qui a des fragilités au niveau national, a toujours joué sur le côté, la fibre nationaliste, guerre contre les Kurdes, a traité les Kurdes de terroristes pour pouvoir asseoir son pouvoir. Eh bien, il y a de l'ingérence turque avec le nouveau pouvoir en Syrie, pour mettre à terre le projet du Rojava. C'est ça qui est en jeu. Or, si on est attaché à la stratégie aussi de révolution syrienne qu'il a pu avoir et qui a contribué à mettre à terre Bachar el-Assad, ce que défendent les Kurdes, c'est qu'il puisse y avoir une Syrie décentralisée et donc qui permette les droits humains fondamentaux. Et il faut savoir que avant l'attaque des Kurdes, il y a eu pendant cet été des attaques des milices du pouvoir de Damas contre les Alaouites, contre les Druzes, et donc ça va continuer. Contre toutes les minorités. Exactement, contre toutes les minorités. Et donc là, au secours, alerte, on a une dette vis-à-vis des Kurdes. D'ailleurs, ils appellent à l'aide, ils demandent à la communauté internationale. Et la communauté internationale est en train de les abandonner et de les trahir. Donc moi, je dis au secours, alerte. On a une dette vis-à-vis des Kurdes, vis-à-vis du combat qu'ils ont fait contre Daesh, et on doit avoir une responsabilité de défense des droits humains. Il y a un truc de dingue. Il faut savoir que l'Union européenne, pas plus tard que début janvier, a décidé de donner 600 millions d'euros à la Syrie pour sa reconstruction. Mais conditionner un minimum cette aide au respect des droits humains. C'est monstrueux. On est en train de donner 600 millions d'euros à un pouvoir qui a écrasé des Alaouites, des Druzes, des Kurdes, qui est allié avec Daesh. Enfin, mais c'est quoi cette bascule? Enfin, c'est terrifiant. Donc, non seulement il faut conditionner ces aides, mais on pourrait s'interroger à rétablir les sanctions sur la Syrie. Il y avait une coalition internationale qui permettait d'aider les Kurdes pour cibler Daesh. Là, il faut intervenir parce que ce qui est en train de se passer, c'est que tu as des camps de djihadistes de Daesh qui étaient avant contrôlés par les Kurdes. Là, les Kurdes, du coup, n'ont plus les moyens de les contrôler. Et donc, on est en train de libérer des terroristes de Daesh. Enfin, je veux dire, il y a une question pour notre sécurité du monde qui se pose là. Et surtout, dernière chose que je voulais dire, tu sais, après les massacres en Irak commis par Saddam Hussein contre les Kurdes, l'ONU avait reconnu dans le Kurdistan irakien l'autonomie justement de ce Kurdistan irakien. C'est-à-dire que on remet pas en cause les frontières, mais on reconnaît une région autonome. Eh bien, il faut que l'ONU concède cette même reconnaissance pour les Kurdes, pour les protéger dans le nord-est de la Syrie. Donc là, il y a une urgence de les soutenir. Surtout que, voilà, pour moi, tu vois, qui suis une femme, tout le projet de révolution féministe des Kurdes résonne pour toutes les femmes du monde entier. Et c'est ce qui a donné, je pense, aussi beaucoup de courage aux femmes iraniennes. Tu sais, quand cette femme a été tuée et parce qu'elle avait les cheveux qui sortaient de son foulard et qu'il y a eu en 2022 un grand mouvement féministe, ensuite bien sûr réprimé. Femme, vie, liberté. Femme, vie, liberté. Ben en fait, c'était la reprise du slogan kurde Jinjian Azadi parce qu'elle était iranienne d'origine kurde. Et donc on voit bien ce féminisme kurde, il résonne partout. Et voilà. Donc et que s'il y avait un processus démocratique respecté en Syrie, ça inspirerait positivement l'ensemble de la région au service de la paix et de la démocratie. J'espère que Jean-Noël Barrot, notre ministre des Affaires étrangères, et Emmanuel Macron sauront entendre, non mais que ça bouge aussi à ce niveau-là. Faut que ça bouge, hein. On les entend pas beaucoup parler. On les entend pas beaucoup, et puis ce qu'on a pu entendre, moi, m'a pas plu, hein, parce que Macron, quand il a sorti ses petits SMS à Trump, c'était pour lui dire au passage sur la Syrie, on est d'accord. Ah ouais, on est d'accord avec quoi? Avec le fait que les États-Unis se sont carapatés et laissent l'impérialisme turc et syrien se mettre d'accord sur le dos des Kurdes. C'est horrible. Merci. On résiste. On résiste. Merci beaucoup, Daniel. Merci Pablo.